Fatim, la quarantaine révolue, réside à Abobo-Derrieraï. Mariée en 2005 à l'âge de 33 ans, Fatim a été victime de violences conjugales. Ce pan douloureux de sa vie reste un mauvais souvenir. On s'aimait bien, mais après le mariage, un déclic. Point oui, point non, il me battait. Et dans la cousine commune, ça fait honte. Hein, je lui ai dit, monsieur, si tu veux me battre, bats-moi dans la maison. Bon, c'est des histoires banales, quoi. Moi, je ne comprenais plus rien. Donc, souvent, j'étais enceinte et puis il me bat. Et il me frappe, il vient coucher avec moi. C'est pas possible. Fatim dit avoir perdu 4 grossesses dans ce foyer en raison du stress, de l'angoisse et de la peur de son ex-mari. Une situation qu'elle a du mal à oublier. J'ai perdu 4 grossesses à cette violence. 4 grossesses à cette violence. Comment c'est pas facile. Le stress. Pendant ma grossesse, au début, il me part. Et après, quand. Bon, je sais pas. Franchement, si tu manges pas, ça peut arriver à terme. Ou mais si tu n'es pas à l'aise, ou tu te stresses, ou mais tu as toujours peur qu'on vienne te frapper. En 2017, elle a décidé de mettre fin à cette relation qui a vu naître un enfant. Aujourd'hui âgé de 11 ans, cet enfant continue de subir la violence de la part de son père et de sa nouvelle épouse. Actuellement, même, il m'empêche même de voir mon enfant. Et mon enfant encore, il est violenté là-bas encore. Mon enfant est violenté par sa femme qui l'a mis là. Mon enfant est là-bas. Mon enfant souffre. Mon enfant est violenté. Jusqu'à ce que je passe à la brigade criminelle des enfants pour dire que mon enfant est violenté. La dernière fois, elle a blessé mon enfant, découpé mon enfant. Si Fatim a réussi à briser le silence, ce n'est pas le cas pour cette mère de famille. Également victime de violences physiques et sexuelles, elle vit dans son foyer depuis 12 ans avec ses 5 enfants. À chaque fois, il me frappe devant les enfants là. On ne s'entend pas. Bon, tout le temps, il me frappe. Moi, ça ne me plaît pas. Bon, arrivé au lit, je lui parle aussi. Il me frappe là-bas encore. Il y a 5 enfants. Je ne sais pas où je vais partir. Donc, je suis toujours là, dans mon foyer. Face à cette réalité, les organisations de lutte contre les violences basées sur le genre ont initié ce jeudi un atelier à l'initiative de l'ONG Vivre sans violence. Une rencontre pour plaider pour une prise en charge des victimes de violences faites aux femmes et aux enfants. C'est un atelier de plaidoyer pour faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Et nous allons présenter les résultats d'une étude que nous avons conduite de janvier à août 2020 pendant les mesures de restriction liées à la COVID-19. Selon Nathalie Nguessan, plus de 60% de femmes ont été victimes de violences pendant la crise sanitaire de COVID-19. Pendant cette période où la pandémie était vraiment difficile, on ne partait pas à l'école, on ne partait pas au travail. Et donc, ces victimes-là vivaient généralement avec les coupables, donc ceux qui les violentaient. Et donc, ce qui a fait que ça a accru le taux de violence. Pour réduire les VBG, violences basées sur le genre, un système d'alerte pour dénoncer les cas est en cours de validation. Une plateforme qui va permettre aux victimes de dénoncer sans être exposées. Nous sommes en train de mettre en place, n'est-ce pas, une application à pouvoir dénoncer ces actions-là. Et bien on s'est dit, si vous avez honte de le faire aujourd'hui, donnons l'opportunité aux gens de pouvoir enregistrer un certain nombre de données, n'est-ce pas, dans une application et informer les autorités compétentes, les structures, les institutions et les ONG en temps réel. Dès que vous dénoncez, les autorités compétentes qui sont notifiées vous appellent et vous accompagnent, n'est-ce pas, pour pouvoir porter votre plainte en bonne et due forme. Selon une enquête réalisée en 2018 par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, plus de 50% de femmes sont victimes de violences physiques et sexuelles. Sous cette chaleur ardente, les populations de la commune de Yopougon vaquent paisiblement à leurs occupations. Devant son domicile, Rose Yawa est aussi à la tâche. Délaissée par son conjoint, Rose s'occupe toute seule d'une famille de 3 enfants avec ce travail de toclo-toclo, entendez, couturière ambulante. Un vêtement cousu lui rapporte 50 francs CFA. J'ai fait mon enfant très jeune et après, je me suis retrouvée seule, sans mari. Et ma fille aussi a fait 2 enfants sans mari.
et j'ai les 3 enfants à ma charge. J'ai fait les tokro, et puis souvent je paye les pagnes de 600. J'ai fait des robes. Elle reçoit ce jour la visite de Laetitia Bras. Laetitia est la présidente de la Fondation Louise Philomène. Elle œuvre pour l'accompagnement psychologique, matériel et financier des familles monoparentales. Après un recensement effectué dans la commune de Yopougon, elle est venue, les mains chargées de vivres et de non-vivres, apporter son soutien à Rosiawa. Ça va me permettre d'accroître mes revenus, de pouvoir m'occuper de ma fille qui est étudiante avec les 2 enfants. En Côte d'Ivoire, le nombre de familles dites monoparentales est pléthorique selon la présidence de la Fondation. Des familles tenues par un seul membre, soit en raison d'un divorce ou de la perte d'un des parents. C'est le cas de Paul Saoué. Ce cinquantenaire dont la femme est décédée s'occupe, en plus de ses enfants, de ses petits-enfants, laissés orphelins. Son fils est mort il y a 1 an dans un accident de la circulation. Je suis beaucoup peiné, je m'inquiète. Quand Dieu vous donne une épreuve, il vous met, c'est qu'il a même de vous aider à supporter l'épreuve. Ce jeune père de famille vit dans cette maison avec ses enfants. Sa première épouse est passée de vie à trépas et il a divorcé de la seconde. Nourrir les enfants est un combat qu'il faut livrer au quotidien. Tous les enfants sont à ma charge actuellement. Je me débrouille à la zone industrielle actuellement pour pouvoir soutenir les besoins des enfants. Le sourire aux lèvres, Laetitia et son assistante repartent offrir leur soutien à d'autres familles. La monoparentalité est un fait social qui a d'énormes répercussions sur la santé mentale et les résultats scolaires des enfants, comme nous l'explique ce sociologue spécialiste de l'enfant. Un homme décide de vivre avec une femme pour fonder un foyer. À la base, c'est 2 personnes, après viennent les enfants. Donc la famille est le cadre idéal où l'enfant apprend les normes et les valeurs. Et c'est là qu'on parle du phénomène de socialisation. Parce que c'est là que l'enfant apprend le b.a.-ba de la société. Et l'enfant même apprend à d'abord dire papa et maman. Mais si c'est tout que soit papa ou maman n'est pas là, donc il y a un vide qui est déjà créé. Qui va jouer ce rôle-là? Et donc du coup, l'enfant part déjà défavorisé. La Fondation Louise Philomène, dont les moyens restent insuffisants pour venir en aide à la kyrielle de familles monoparentales, demande le soutien de tous. Jusqu'ici, les dons étaient d'apport personnel et nous avons besoin maintenant vraiment d'avoir de l'aide du côté juridique, des médecins, des psychologues. Nous avons besoin même des personnes monoparentales. Depuis sa création en janvier 2020 à ce jour, la Fondation Louise Philomène a recensé 300 familles en situation de monoparentalité. Elle en a aidé plus de la moitié. Un engagement social pour soutenir toutes ces familles surprises par une situation venue avec son corollaire d'interrogations, de doutes, de difficultés et d'incertitudes. San Pedro, l'une des villes retenues pour abriter les phases finales de la CAN 2023, est en chantier. Le stade de 20 000 places sort progressivement de terre sur l'axe San Pedro-Sassandra. Tout ce qui est structure, gros œuvre est aujourd'hui achevé à 100%. Les corps d'état techniques sont actuellement en train d'être réalisés. La fondation de la pelouse est en train d'être réalisée en ce moment. Après, on va passer au nivellement et en fin de compte, passer au planting du gazon. Côté village CAN, situé de l'autre bout de la ville, sur l'axe San Pedro-Tabou, les 32 villas sont sorties des terres. L'express routier des 32 villas sont réalisées. On est en train de faire la maçonnerie qui est aussi à 90% achevée. Et dans l'ensemble, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les villas sont en train de prendre la forme définitive. Les voies d'accès au stade moderne, celle menant au village CAN en passant par le pont et celle qui conduit au terrain d'entraînement des équipes de football, les travaux de bitumage ont démarré. Pour l'instant, au niveau du Bénet, les voies que nous avons en charge tournent autour de 12 km. Et ces voies sont réparties dans plusieurs zones. Nous avons des voies qui sont dans la zone de la cité CAN pour faciliter l'accès à cette cité où les joueurs vont devoir résider. Ensuite, nous avons aussi des voies autour du stade de compétition et nous avons des voies autour des différents stades d'entraînement pour faciliter le déplacement des équipes
lors de leur préparation avant tout match. Véritablement, on a démarré il y a à peine 2 mois. Au jour d'aujourd'hui, le taux d'avancement global de ces travaux tourne autour de 20%. D'autres voies d'accès sont en train d'être bitumées un peu partout dans la ville. Cette fois, dans le cadre du Pudicas, comme la voie du lac Francophonie, celle des plages et la rue des Grumiers menant au port, pour le bonheur des Pétruciens.